Je suis un gars de 28 ans et, depuis les 2 dernières années, je vis complètement seul. Aucun contact avec mes parents, aucune visite, aucun appel. Ça n'a pas toujours été comme ça. Avant que tout ne s'écroule, mes parents et moi étions proches. Mais cela a changé lorsque mon plus vieil ami, Tyler, m'a trahi. Et mes parents ont décidé qu'il valait la peine d'être gardé plus que moi. Tyler et moi nous connaissions depuis l'âge de 5 ans. Nous avons grandi dans la même rue, avons fait du vélo ensemble, sommes allés dans les mêmes écoles, et pendant longtemps, les gens plaisantaient en disant que nous étions frères. Mes parents l'adoraient. Même quand nous avons grandi, il parlait de son côté poli et ambitieux, de la façon dont je devais apprendre de lui. C'était agaçant, mais je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention jusqu'à l'université, quand les choses ont mal tourné. La trahison est sortie de nulle part. Tyler s'était rapproché de ma petite amie de l'université dans mon dos. Rien de physique au début, mais il a partagé des choses privées que je lui avais dites en confidence, les déformant jusqu'à ce qu'elle pense que je lui avais menti. Au moment où je l'ai découvert, elle avait déjà rompu avec moi. Et Tyler disait à tout le monde que c'était de ma faute. Quand je l'ai confronté, il a ri, disant que j'étais trop sensible. C'était la dernière fois que je lui parlais. Mes parents ne voyaient pas les choses de la même manière. Ils ont appelé ça un malentendu et ont continué à inviter Tyler au dîner de famille. Ils m'ont dit que j'étais dramatique, que je regretterais de jeter des années d'amitié. Plus j'essayais d'expliquer, plus ils le défendaient. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Quand je leur ai dit que je ne voulais plus qu'ils fassent partie de ma vie, ils ont dit que j'étais ingrat pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'était le point de rupture. J'ai emballé mes affaires et j'ai déménagé dans le mois. Pendant 2 ans, j'ai construit une vie tranquille pour moi-même. J'ai trouvé un emploi stable comme technicien système dans une petite entreprise, j'ai loué un appartement modeste à la périphérie de la ville et j'ai appris à apprécier le silence. Mon téléphone est resté silencieux, mes limites sont restées fermées, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu à justifier mes choix. Cette paix a pris fin un samedi matin. Il était environ 9 heures quand j'ai entendu frapper à ma porte. Ce n'était pas le livreur. Je n'avais rien commandé. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai figé. Mes parents se tenaient dehors, et à côté d'eux, tenant quelque chose dans ses mains, il y avait Tyler. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai pensé que si j'attendais, il partirait peut-être. Mais les coups sont devenus plus forts, plus insistants. La voix de mon père a traversé le bois, calme mais autoritaire, le même ton qu'il utilisait quand j'étais enfant. J'ai finalement ouvert la porte juste assez pour voir leur visage. Mon père avait l'air sérieux, ma mère anxieuse, et Tyler, il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Mon père a commencé à parler comme si de rien n'était, me disant qu'il était temps d'arrêter de me comporter comme un enfant. Ma mère s'est approchée, les mains jointes comme si elle allait prier, disant quelque chose à propos du pardon et de la famille. Tyler est resté silencieux, serrant toujours cette petite boîte en bois. Je leur ai dit qu'ils n'auraient pas dû venir. Je leur ai rappelé que j'avais clairement dit il y a 2 ans que je ne voulais aucun contact. Les yeux de ma mère ont fusé vers Tyler, puis sont revenus vers moi, et elle a laissé échapper pourquoi ils étaient vraiment là. Ils ont dit qu'ils ne finaliseraient pas le transfert des biens familiaux, le chalet au bord du lac de mon défunt grand-père, à moins que je n'accepte de faire la paix avec Tyler. Cela m'a pris au dépourvu. Le chalet ne leur appartenait même pas. Il faisait partie du testament de mon grand-père. Je ne leur avais rien demandé de gérer. J'avais supposé que la paperasse était de routine. Apparemment, ils l'avaient gardé comme moyen de pression, attendant une raison de me le brandir au-dessus de la tête. Je leur ai dit que ce n'était pas comme ça que ça marchait, que mon grand-père m'avait légué le chalet, pas à eux. L'expression de mon père s'est durcie. Il a marmonné quelque chose sur le fait que je regretterais de brûler les ponts. Ma mère avait l'air sur le point de pleurer, marmonnant qu'elle ne pouvait pas mourir en paix, sachant que son fils était toujours en colère. Puis Tyler s'est avancé, ouvrant la boîte. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, nous enfants, pêchant au lac, riant devant le chalet. Ma mère a dit qu'ils l'avaient mis ensemble pour me rappeler les meilleurs moments. Je n'y ai pas touché. Je leur ai juste dit de partir avant que j'appelle la police. Ils n'ont pas bougé au début. La mâchoire de mon père s'est serrée, mais finalement il s'est détourné. Ma mère a suivi, chuchotant quelque chose à Tyler avant de descendre le couloir. Tyler a hésité, restant sur le pas de ma porte pendant quelques secondes de plus.
Il a dit quelque chose à propos de ne pas savoir ce que mes parents avaient prévu, qu'il voulait juste arranger les choses. Mais je savais que ce n'était pas son idée de faire la paix. C'était une autre manipulation. Quand la porte s'est fermée, j'ai verrouillé chaque verrou et je suis resté là en silence, écoutant leurs pas s'éloigner dans le couloir. La boîte est restée sur le sol à l'extérieur pendant longtemps avant que quelqu'un d'autre ne l'ait prise. Ce jour-là, j'ai décidé d'appeler un avocat. S'ils étaient prêts à utiliser le chalet pour me forcer à revenir à leur version de la famille, je ne leur donnerais pas une autre chance. L'héritage était le dernier cadeau de mon grand-père et je n'allais laisser personne l'utiliser comme une laisse à nouveau. Au moment où la porte s'est refermée derrière eux, j'ai su que ce n'était pas fini. Mes parents n'ont jamais fait de menaces en l'air, surtout quand le contrôle était en jeu. Le chalet n'était pas qu'un bien immobilier. C'était la dernière chose que mon grand-père m'a laissée avant son décès. Il avait clairement indiqué que c'était à moi seul. Malgré tout, mes parents s'étaient occupés des papiers après sa mort et je ne l'avais pas remis en question à l'époque. Je n'avais pas imaginé qu'ils l'utiliseraient un jour comme levier pour me ramener dans leur drame. Plus tard dans l'après-midi, j'ai vérifié mes emails et j'ai vu un message de l'avocat de longue date de la famille. C'était court, mais étrange. Il a mentionné que mes parents avaient demandé une mise à jour sur l'état du transfert, et il voulait ma confirmation avant de procéder. Cela m'a dit qu'ils avaient toujours accès à quelque chose qu'ils ne devraient pas avoir. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé mon propre avocat, un homme nommé Carson, qui m'avait aidé à établir des limites lorsque j'ai coupé les ponts pour la première fois. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, Carson n'a pas semblé surpris. Il m'a demandé de transmettre tous les messages, SMS ou documents qu'ils avaient mentionnés, surtout s'ils s'étaient immiscés dans le processus de succession. J'ai passé l'heure suivante à fouiller dans de vieux emails et des fichiers numérisés, réalisant que mes parents avaient été discrètement mis en CC dans la correspondance avec le bureau de succession depuis le tout début. Le soir, j'avais tout rassemblé, des chaînes de courriels, la lettre de l'avocat, même une copie du testament de mon grand-père, montrant que mes parents n'avaient aucune autorité légale. Carson m'a dit de me préparer à ce qu'il bloque le processus. Il a dit que nous déposerions une réclamation pour transférer la propriété directement à mon nom et demanderions une ordonnance de cessation et d'abstention s'ils essayaient d'interférer à nouveau. Le lendemain, une enveloppe livrée en main propre a été laissée devant mon appartement. À l'intérieur se trouvait une photocopie d'un formulaire intitulé « Litige de gestion en instance ». Mes parents avaient officiellement déposé un avis contestant le transfert du chalet, affirmant qu'il protégeait les biens familiaux contre une mauvaise utilisation. Ce n'était plus seulement de la manipulation. C'était une tentative totale de bloquer mes droits. Avant même que je puisse assimiler cela, mon téléphone a vibré avec un SMS provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Tyler. Le message disait qu'il voulait parler en privé, qu'il n'était pas au courant de la situation de la propriété et qu'il ne voulait pas que je pense qu'il était impliqué. J'ai supprimé le SMS sans répondre. Il avait perdu le droit de me parler il y a des années, et je ne rouvrais pas cette porte. 1 heure plus tard, ma sonnette d'appartement a retenti. Je n'ai pas répondu, mais quand j'ai vérifié la caméra du couloir, ils étaient de nouveau là, mes parents côte à côte et Tyler quelques pas derrière. Ma mère tenait cette même boîte en bois. Ils sont restés là pendant plusieurs minutes, frappant, attendant, avant de la laisser près de ma porte. Quand ils se sont finalement éloignés, je l'ai ouverte juste pour voir ce qu'ils avaient fait cette fois. À l'intérieur, il y avait des photos de moi et Tyler enfant, quelques-unes de nous au chalet, et une petite note qui disait « La famille devrait pardonner avant que le temps ne soit écoulé ». Il n'y avait pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. C'était l'écriture de ma mère. J'ai tout remis à l'intérieur et mis la boîte de côté comme preuve. Cette nuit-là, je me suis assis à mon bureau pour tout documenter. J'ai pris des photos de l'enveloppe, de la note, de l'heure de livraison de ma caméra de sécurité, et j'ai tout compilé dans un dossier intitulé « Affaires de propriété ». J'ai téléchargé des copies sur un lecteur privé au cas où il arriverait quelque chose à mon ordinateur portable. Carson m'a appelé le lendemain matin avec un plan. Il rédigerait une motion immédiate pour transférer la propriété par le biais du tribunal des successions, en contournant complètement mes parents. Il inclurait également un avis les avertissant de ne plus interférer. Il m'a dit de m'attendre à des réactions négatives, peut-être même à des tentatives de me contacter à nouveau, mais que chaque étape qu'il franchirait ne ferait que renforcer l'affaire contre eux. À la fin de la journée, tous les documents ont été signés et numérisés. J'ai bloqué tous les numéros connus qui leur étaient liés, mis à jour mes informations d'adresse au palais de justice et changé mes serrures pour plus de sécurité.
Lorsque le dernier email a été envoyé, je me suis assis et j'ai laissé le silence remplir l'appartement. Je ne célébrais ni n'étais soulagé, juste concentré. Mes parents avaient fait leur choix la seconde où ils avaient transformé le souvenir de mon grand-père en arme. Maintenant, tout passait par les voies légales. Plus de visites, plus de boîtes, plus de prétendre que tout cela concernait la famille. Quelques semaines plus tard, Carson a appelé pour confirmer ce que nous soupçonnions. Mes parents avaient officiellement déposé un litige de gestion concernant le titre du chalet. Le bureau des successions avait gelé le transfert jusqu'à ce que l'affaire soit résolue légalement. Ils avaient essentiellement bloqué mon héritage dans les limbes. C'était une démarche mesquine, mais intelligente. Ils ne pouvaient pas gagner la propriété, mais ils pouvaient me faire perdre du temps. Carson a rédigé un avis de cessation et d'abstention cet après-midi-là. Il a tout exposé clairement. Il n'avait aucune autorité, aucun droit légal et aucune raison d'interférer. Il a envoyé des copies à leur avocat et au tribunal des successions. Puis il m'a dit de me préparer à la prochaine étape, une audience devant le tribunal s'il ne se rétractait pas. 2 jours plus tard, la première lettre est apparue à ma porte. Elle n'était pas dans une enveloppe, juste du papier plié avec l'écriture de ma mère sur le devant. Le message à l'intérieur commençait doucement, m'appelant son fils unique, puis s'est rapidement transformé en culpabilité. Elle a écrit que la vie est courte et que le pardon guérit toutes les blessures. La dernière ligne mentionnait Tyler par son nom, disant que je devrais lui donner une seconde chance. Je n'ai pas répondu. Je n'ai jamais donné ma nouvelle adresse à qui que ce soit dans ma famille, donc le fait qu'elle l'ait trouvée signifie qu'elle a fouillé dans les registres publics de propriété ou les documents de succession. Peut-être dans d'anciens registres, peut-être dans les documents de succession. Quoi qu'il en soit, je savais que cela ne s'arrêterait pas à une seule lettre. À la fin de la semaine, il y en avait 4 autres. Chacune alternait entre des supplications émotionnelles et des menaces subtiles. L'une mentionnait la santé de mon père. Une autre m'accusait de tourner le dos à ma famille, et une autre affirmait même que Tyler avait été blessé par mon entêtement. J'ai rangé chaque lettre dans un dossier et j'ai installé une petite caméra au-dessus de la porte de mon appartement, pointée vers le couloir. Quelques jours après avoir installé la caméra, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. C'était Tyler. Il a écrit qu'il voulait éclaircir la situation en privé, qu'il ne travaillait pas avec mes parents et que toute cette affaire était allée trop loin. Je n'en ai pas cru un mot. La dernière fois que j'ai accepté une conversation privée, je me suis retrouvé piégé dans un café avec mes 2 parents qui attendaient à la table voisine. J'ai transféré l'email directement à Carson, qui m'a dit d'en rester là. Au travail, les choses ont commencé à devenir étranges. Pendant le déjeuner, un collègue qui connaissait mes parents de l'église a mentionné qu'ils avaient parlé d'un projet de réconciliation familiale. Apparemment, l'histoire qui circulait était que j'étais devenu instable depuis que j'avais déménagé et que mes parents essayaient de m'aider à me remettre sur les rails. C'était calculé, juste assez de mensonges pour sonner comme de l'inquiétude. Je suis allé directement au RH et j'ai expliqué ce qui se passait. Ils ont pris note dans mon dossier, ont signalé les noms de mes parents dans le système d'appel et ont promis de me transmettre par écrit toute tentative de contact. Une semaine plus tard, les RH ont confirmé que quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour un membre de la famille, demandant à vérifier mon emploi. Ils l'ont remarqué parce que l'appelant s'est emmêlé les pinceaux et a utilisé mon deuxième prénom, ce que seule ma famille saurait. Cet incident est allé directement dans le dossier juridique. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, il y avait une autre enveloppe sous ma porte. Pas d'adresse de retour, pas de nom. À l'intérieur se trouvait une photo imprimée de moi et Tyler enfants assis sur le quai au chalet. Au dos, dans la même écriture qu'avant, il était écrit « Ne laissez pas les souvenirs mourir pour l'orgueil ». J'ai vérifié les images de la caméra et j'ai vu ma mère la déposer 1 heure avant que je rentre à la maison. Elle a regardé droit dans l'objectif avant de s'éloigner, presque me défiant de la confronter. J'ai envoyé les images à Carson, qui a dit que c'était suffisant pour prouver le harcèlement continu. Il a également suggéré de mettre à jour mon adresse postale sur tous les canaux officiels afin que mes parents ne puissent plus y accéder. Le lendemain matin, je suis allé au poste de police et j'ai déposé un rapport de harcèlement officiel. J'ai apporté des copies des lettres, des photos et des horodatage des images de la caméra. L'officier a écouté attentivement et a dit qu'il l'ajouterait au système au cas où la situation s'aggraverait. Il ne s'agissait plus seulement du chalet. Mes parents étaient passés de la manipulation à l'obsession, et je voulais que tout soit documenté à partir de ce moment-là. Rien n'allait plus être traité en silence. Cette fois, tout passait par les voies appropriées.
La police a donné suite à mon rapport de harcèlement quelques semaines plus tard. Un officier local est venu vérifier les détails et examiner les images de la caméra. Il a regardé le clip de mes parents laissant la dernière enveloppe à ma porte et a hoché lentement la tête, disant que les visites répétées pourraient être considérées comme du harcèlement criminel en vertu de la loi locale. Il a fait des copies de tout et a dit que le département l'aggraverait s'ils essayaient de me contacter à nouveau. Carson a agi rapidement. En quelques jours, il a déposé une injonction contre mes parents, les empêchant d'apporter des modifications au titre du chalet ou d'essayer de me contacter directement. C'était la première étape officielle qui mettait légalement de la distance entre nous. Je pensais que cela pourrait ralentir les choses, mais cela n'a fait que les pousser à redoubler d'efforts. 3 jours plus tard, mon directeur m'a appelé dans son bureau. Il avait l'air mal à l'aise et a dit qu'un message vocal avait été laissé sur la ligne de l'entreprise par mes parents. Ils affirmaient que j'étais mentalement inapte à gérer les affaires de propriété et que j'avais besoin de supervision. Mon directeur avait sauvegardé le message et l'avait envoyé au RH avant de me le dire. Les RH ont documenté l'incident et m'ont donné une copie écrite du rapport, que j'ai transmis à Carson. Il a dit que c'était la preuve parfaite pour une plainte en diffamation. Pas même une semaine après cela, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. Elle était rédigée comme une branche d'olivier, suggérant une médiation familiale pour résoudre les malentendus émotionnels. Carson l'a lu et m'a immédiatement dit de ne pas répondre. Il a dit que c'était un piège. Une fois que j'aurais accepté une médiation privée, il pourrait la transformer en une fausse tentative de réconciliation. Il a envoyé une réponse par les voies légales à la place, déclarant que tout contact devait se faire sous la supervision du tribunal uniquement. Un jour plus tard, leur avocat a envoyé une autre lettre contenant une déclaration de mon père. Il affirmait qu'ils voulaient seulement récupérer leur fils et qu'ils avaient le cœur brisé que des actions en justice se soient interposées entre la famille. Cela semblait attentionné sur le papier, mais Carson a souligné que les personnes manipulatrices cachent souvent le contrôle derrière un langage émotionnel. Il l'a ajouté au dossier de harcèlement. Pendant ce temps, Tyler a décidé de se joindre au chaos. Il a commencé à publier de vieilles photos de nous sur les médias sociaux, des projets scolaires, des voyages de camping, même une au chalet. Il a utilisé de nouveaux comptes et des amis communs pour me taguer indirectement, même si je l'avais déjà bloqué. Des amis ont commencé à m'envoyer des messages me demandant ce qui se passait. J'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à Carson, qui a dit que cela reliait directement Tyler au harcèlement continu de mes parents. Puis une connaissance mutuelle m'a contacté en disant que Tyler avait dit aux gens qu'il essayait de me sauver de moi-même. Cette phrase avait le ton de mes parents. J'ai immédiatement mis fin à cette amitié et j'ai demandé à Carson d'émettre un avis officiel par email que toute communication avec moi devait passer par les voies légales uniquement. De cette façon, si quelqu'un essayait de médier, cela compterait comme un contact. Quelques soirs plus tard, mon voisin a frappé à ma porte. Il m'a dit qu'un couple plus âgé était assis dans une berline argentée de l'autre côté de la rue devant l'immeuble depuis plus d'1 heure. Ils sont partis dès qu'il est passé, mais il a réussi à obtenir une partie de la plaque d'immatriculation. Elle correspondait à la voiture de mon père. Je n'ai même pas pris la peine de les confronter. J'ai envoyé l'information à Carson, qui a dit que c'était exactement la raison pour laquelle il avait déposé l'injonction. Cette semaine-là, j'ai décidé d'améliorer mon système de sécurité. J'ai installé de nouvelles caméras couvrant tous les angles de l'entrée, du couloir et du stationnement. Chaque caméra avait des alertes de mouvement et un stockage cloud automatique. 2 nuits plus tard, vers minuit, l'une des alertes s'est déclenchée. J'ai ouvert l'application et j'ai revu mes parents devant ma porte. Ma mère s'est penchée et a glissé une autre enveloppe à travers l'ouverture avant qu'ils ne se retournent tous les deux et ne s'éloignent. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Je l'ai juste filmée sous tous les angles avant de la déposer, scellée, dans un sac pour les preuves. Carson a soumis les images à la police dès le lendemain matin. Dans l'après-midi, le département a confirmé qu'il rédigeait des documents pour une ordonnance restrictive officielle. Pour la première fois, il y avait une ligne réelle que mes parents ne pouvaient pas légalement franchir. Et cette fois, s'ils le faisaient, ce ne serait pas seulement un différend familial. Ce serait une violation criminelle. La date d'audience pour l'ordonnance restrictive est arrivée plus vite que prévu. Carson m'a dit de tout rassembler, lettres, emails, messages vocaux, captures d'écran, même les horodatages de mon système de caméra. J'ai organisé chaque fichier dans un dossier numérique et j'ai imprimé des copies papier pour le tribunal. Au moment où j'ai eu terminé, la pile de preuves remplissait un classeur entier. Quelques jours avant l'audience,
une enveloppe est arrivée de l'avocat de succession de mon défunt grand-père. La lettre à l'intérieur était brève mais importante. Elle confirmait que le transfert du chalet avait été rédigé pour contourner complètement mes parents. Le testament stipulait explicitement qu'il ne devait avoir aucune autorité de gestion sur la propriété. L'avocat a même joint des documents montrant que le dépôt du litige de gestion de mes parents n'avait absolument aucune base légale. Carson l'a examiné immédiatement et a souri pour la première fois depuis le début de l'affaire. Il a dit, cette lettre a transformé la situation d'un litige de propriété en une réclamation d'ingérence frauduleuse. En bloquant le transfert, mes parents avaient sciemment falsifié des documents légaux. Il a déposé une nouvelle plainte civile pour dommages et intérêts le même après-midi, en joignant la lettre de l'avocat de succession comme preuve. Le lendemain matin, je suis sorti du travail pour trouver Tyler appuyé contre une voiture sur le stationnement. Je ne l'avais pas vu en personne depuis le jour où mes parents se sont présentés à ma porte. Il a commencé à marcher vers moi avec les mains levées comme s'il essayait de calmer les choses, disant qu'il voulait arranger les choses avant le tribunal. Je n'ai pas dit un mot. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai appelé la sécurité du bâtiment et j'ai signalé l'incident. Ils l'ont escorté hors de la propriété, et j'ai déposé un autre rapport de police avant la fin de la journée. Carson a ajouté le rapport au dossier de harcèlement croissant. Le moment était bien choisi. Le litige de mes parents s'était effondré, et maintenant ils utilisaient Tyler pour obtenir des informations ou provoquer une réaction avant l'audience. C'était le même cycle de manipulation, mais par une personne différente. Quand le jour de l'audience est arrivé, Carson et moi nous sommes rencontrés tôt au palais de justice. Il a examiné le classeur une dernière fois avant que nous n'entrions. À l'intérieur, mes parents étaient assis ensemble à la table de la défense, faisant semblant de ne pas me regarder. Tyler n'était pas inscrit comme participant pour l'instant, mais son nom est revenu à plusieurs reprises pendant l'interrogatoire. Carson a présenté les images, les lettres et les journaux d'appel un par un. Il a montré la preuve de chaque violation de contact, des visites à la porte aux lettres et aux messages vocaux laissés à mon lieu de travail. Le juge a écouté tranquillement, feuilletant les pages de preuves avant de se tourner vers l'avocat de mes parents. Leur défense était faible. Ils ont qualifié les visites de tentatives familiales de réconciliation. Le juge n'était pas convaincu. À la fin de la session, il a accordé une ordonnance restrictive temporaire de 60 jours tout en examinant si elle devait devenir permanente après l'audience civile. 2 jours plus tard, j'ai découvert que mon père avait envoyé un email de masse à presque tous les membres de notre famille. Le message m'accusait d'être influencé par des étrangers et de me retourner contre ma famille pour de l'argent. Il a mis en copie des cousins éloignés, de vieux amis, même quelques parents de mes collègues qui connaissaient notre famille de la ville. Le but était clair, me faire paraître instable avant que l'affaire complète ne commence. Ce soir-là, ma tante a appelé. Elle s'est excusée pour ce que faisaient mes parents et a dit qu'elle témoignerait si le tribunal avait besoin de quelqu'un pour confirmer la longue histoire de manipulation. J'ai transmis son nom à Carson, qui a dit que cela pourrait aider à consolider la chronologie du harcèlement. Il m'a également rappelé de ne pas répondre publiquement à quoi que ce soit qu'il répandait. Garder le silence rendrait leur comportement encore plus dérangé par rapport à ma retenue. Pendant ce temps, Tyler a refait surface en ligne. Quelques personnes m'ont envoyé des captures d'écran d'une photo qu'il a postée, une vieille photo de nous éditer pour inclure une fausse légende impliquant que je m'étais excusé et que je voulais reconstruire. Le message a rapidement attiré l'attention, se propageant aux proches et aux amis communs. Carson a immédiatement contacté la plateforme d'hébergement, déposant une demande de retrait pour diffamation. En 2 jours, tous les messages et les identifications avaient disparu. Après cela, Carson a décidé qu'il était temps de tout relier. Il a déposé une requête formelle pour ajouter Tyler en tant que défendeur nommé dans l'affaire de harcèlement et d'ingérence en cours. Cela signifiait que désormais, tous les 3 mes parents et Tyler étaient officiellement liés par les mêmes restrictions légales. Cette semaine a marqué un tournant. L'ordonnance restrictive était active, la plainte pour fraude avait été déposée et l'affaire de harcèlement avait pris de l'ampleur. Chaque mouvement qu'il faisait à partir de ce moment n'était plus seulement un drame familial, c'était une preuve devant un tribunal. Une fois l'ordonnance restrictive entrée en vigueur, les choses se sont calmées pendant environ 1 semaine. Je me suis concentré sur le travail, j'ai veillé à ce que mon système de sécurité fonctionne correctement et j'ai continué à tout documenter pour le tribunal. Le nom de Tyler apparaissait désormais officiellement à côté de celui de mes parents dans le dossier, reliant les 3 au même dossier de harcèlement. Pour la première fois, la loi reconnaissait ce à quoi je faisais face depuis des années, un effort coordonné pour me contrôler et me manipuler.
Le silence n'a pas duré. Mes parents ont engagé un nouvel avocat, beaucoup plus agressif que le précédent. En quelques jours, Carson a reçu une requête en rejet de l'ordonnance restrictive, qualifiant l'ensemble de l'affaire de malentendu familial exagéré par une ingérence juridique. La requête soutenait que mes parents agissaient par amour et que mon éloignement avait causé une détresse émotionnelle. Carson a répondu immédiatement, joignant la lettre de l'avocat successoral qui prouvait qu'ils avaient délibérément falsifié le processus de transfert du chalet. Le juge a rejeté leur requête dans les 48 heures. La nouvelle de l'affaire a commencé à se répandre dans la famille élargie. J'ai commencé à recevoir des messages de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. La plupart étaient distants et prudents, mais l'un d'eux s'est démarqué, une cousine nommée Brooke, qui s'est excusée d'avoir cru à la version des événements de mes parents. Elle a dit qu'ils avaient dit à tout le monde que j'avais abandonné la famille pour de l'argent. Carson m'a conseillé de sauvegarder le message. Cela prouvait que mes parents répandaient des allégations diffamatoires au-delà de leur contact direct. Puis, l'ingérence sur le lieu de travail a recommencé. Mon service des ressources humaines m'a convoqué après avoir reçu un appel téléphonique d'une personne se faisant passer pour un membre de la famille inquiet qui s'enquérait de mon bien-être. L'appelant m'a décrit comme instable et très stressé. J'ai reconnu la voix de ma mère à mi-chemin de l'appel. Les RH ont signalé le numéro, l'ont documenté comme harcèlement et m'ont donné un enregistrement imprimé pour que Carson le soumette au tribunal. À peu près au même moment, Tyler a refait surface. Cette fois, il a commencé à envoyer des messages à des personnes de mon passé, d'anciens camarades de classe, des collègues et même quelques amis de la famille, les avertissant que je prévoyais de poursuivre tous ceux qu'il avait croisés. L'une de ses connaissances, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé des captures d'écran des messages. Le schéma était évident. Tyler essayait de dresser les gens contre moi publiquement pendant que mes parents continuaient de m'attaquer par des voies légales et sociales. Carson a déposé une requête pour fusionner tout cela, chaque acte d'ingérence, de diffamation et de manipulation en une seule injonction globale. Cela consoliderait mes parents et Tyler sous une seule affaire de harcèlement coordonné afin qu'aucun d'eux ne puisse rejeter la faute sur un autre. Le juge a examiné les documents, a constaté la chronologie cohérente des actions qui se chevauchent et l'a approuvé. À partir de ce moment, chaque mouvement que l'un d'eux ferait serait considéré comme une violation conjointe. Peu de temps après, l'avocat de Tyler a envoyé une lettre proposant ce qu'il appelait une « réunion de résolution privée ». Il a écrit que Tyler était émotionnellement épuisé et voulait passer à autre chose pacifiquement. Carson n'y a même pas pensé. Il a répondu qu'il n'y aurait aucun contact privé d'aucune sorte en raison de tentatives de manipulation répétées. Chaque échange resterait dans la salle d'audience. Une semaine plus tard, une autre enveloppe est arrivée. Cette fois, du bureau de gestion de mon appartement. À l'intérieur se trouvait une copie d'une lettre de plainte envoyée par mes parents. Ils m'ont décrit comme hostile envers ma famille, mentalement instable et potentiellement perturbateur pour les voisins. Ils ont même affirmé que j'avais refusé les visites de contrôle du bien-être. C'était une tentative claire de me faire expulser. Heureusement, mon gestionnaire immobilier était déjà au courant de la procédure judiciaire en cours. Il n'a pas donné suite à la lettre. Au lieu de cela, il l'a envoyée directement à Carson avec une courte note disant « J'ai pensé que vous voudriez ça pour votre dossier ». Ce petit geste a protégé mon logement et a ajouté une autre preuve au schéma de harcèlement. À la fin de la semaine, Carson et moi étions assis dans son bureau, entourés de piles de classeurs étiquetés, fraude immobilière, diffamation, harcèlement criminel, ingérence et harcèlement émotionnel. L'ordonnance restrictive les a finalement empêchés de se présenter, mais ils essayaient toujours de me joindre par tous les moyens indirects possibles. L'affaire ne concernait plus le chalet, ni même l'héritage. Il s'agissait de dénoncer les années de coercition, de manipulation et de contrôle que mes parents et Tyler avaient cachés derrière le mot « famille ». La prochaine session du tribunal ne portera pas sur des ordonnances temporaires ou des retards administratifs. Ce sera le procès complet, et pour la première fois, tout ce qu'ils ont fait sera dévoilé au grand jour. L'audience complète a commencé un lundi matin pluvieux. Les 3 affaires harcèlement, ingérence immobilière et diffamation avaient été officiellement fusionnées en une seule. La salle d'audience était remplie de personnes des 2 côtés de la famille, la plupart étant là par curiosité. Mon avocat, Carson, a posé 3 épais classeurs sur la table devant nous. Chacun était étiqueté d'un seul mot, preuve. Au début de la procédure, Carson a exposé la chronologie des événements. Chaque lettre, message vocal et publication en ligne a été présentée dans l'ordre chronologique.
Des captures d'écran ont montré les tentatives coordonnées de mes parents et de Tyler, les visites à domicile, les lettres et les identifications sur les réseaux sociaux. Chaque document avait été vérifié et horodaté. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du bruit des pages qui se tournaient pendant que le juge examinait les documents. Quand ce fut au tour de la défense, le nouvel avocat de mes parents a essayé de tout recadrer. Il a soutenu qu'il n'avait agi que par amour et que l'ordonnance restrictive était un malentendu entre des membres de la famille en détresse émotionnelle. Il a affirmé que mes parents avaient été motivés par l'inquiétude plutôt que par la malveillance. Carson s'est levé et a souligné que l'inquiétude n'implique pas de suivre quelqu'un, de bloquer des transferts de propriété ou de contacter des employeurs pour répandre des mensonges. Le juge a regardé mes parents par-dessus ses lunettes et a rappelé à la défense que les contacts non désirés répétés sont du harcèlement, quelle que soit l'intention. Il les a avertis de ne pas minimiser le schéma de comportement. Cette seule déclaration a changé l'atmosphère de toute la salle d'audience. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me suis approché de la barre et j'ai décrit le jour où mes parents se sont présentés à mon appartement avec Tyler. J'ai raconté comment ils avaient apporté une boîte de photos d'enfance et exigé une réconciliation avant de me céder mon héritage. Carson a demandé combien de fois ils avaient violé les limites de non-contact depuis lors, et j'ai énuméré chaque incident documenté. Chacun était étayé par des images de caméra ou des rapports officiels. Puis ce fut au tour de Tyler. Son avocat a tenté de le dépeindre comme un spectateur qui avait été utilisé par les parents de Daniel. Ils ont soutenu qu'il avait seulement voulu renouer une vieille amitié. Carson a attendu qu'ils aient terminé avant de projeter des captures d'écran sur l'écran derrière nous, des messages de Tyler coordonnant le calendrier des visites, acceptant d'apporter certains articles et discutant de la façon d'amener Daniel à ouvrir la porte. Le visage de Tyler a pâli. Carson a ensuite présenté quelque chose de nouveau, des relevés financiers obtenus grâce à la communication de pièces. Ils ont montré que mes parents avaient intentionnellement retardé le transfert du chalet tout en envoyant des mises à jour contradictoires au bureau successoral. Les documents prouvaient qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucun droit légal, mais qu'ils avaient utilisé leur rôle de gestionnaire pour le retenir en otage. Le juge a demandé une brève suspension d'audience et est revenu 15 minutes plus tard avec une décision. Il a ordonné un gel temporaire de tous leurs biens conjoints jusqu'à la conclusion de l'affaire, les empêchant de cacher ou de transférer des fonds. De l'autre côté de la salle d'audience, mes parents ont chuchoté précipitamment à leur avocat tandis que Tyler baissait les yeux sur ses genoux, évitant tout contact visuel. La tension était si forte qu'elle a fait taire la pièce. À la fin de la session, je suis sorti et j'ai vu ma tante qui attendait près des marches du palais de justice. Elle m'a remis une enveloppe scellée de l'avocat successoral original de mon grand-père. Elle a expliqué qu'elle avait été trouvée lors de l'examen des dossiers archivés. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres, une de mon grand-père, une de l'avocat et une de mes parents. Les lettres révélaient que, des années avant sa mort, mes parents avaient tenté de me faire retirer du testament, arguant que le chalet serait gaspillé sur moi. Mon grand-père a refusé et a ordonné que la propriété soit versée directement à mon nom, les contournant complètement. Carson a examiné les documents le lendemain matin et a dit que cela changeait tout. Il a immédiatement commencé à rédiger un amendement pour ajouter la fraude à l'héritage à l'affaire existante. Les lettres étaient la pièce manquante, prouvant l'intention et la tromperie à long terme. Avant la prochaine session, l'avocat de Tyler a de nouveau tendu la main. Il a offert un règlement privé. Tyler présenterait des excuses publiques et couperait les ponts avec mes parents si nous abandonnions les accusations portées contre lui. Carson m'a montré l'email, mais je n'avais pas besoin d'y réfléchir. Nous avons refusé. Il n'y aurait pas d'entente secrète ni de vérité partielle cette fois. La phase suivante était définie. L'affaire se poursuivrait avec chaque accusation fraude, harcèlement et diffamation consignée. Le juge entendrait tout, et pour la première fois, la vérité serait rendue publique. La deuxième phase des audiences du tribunal a commencé un mardi matin, cette fois en se concentrant sur la fraude à l'héritage et les plaintes de harcèlement émotionnel. La salle d'audience était à nouveau pleine à craquer, et cette fois, quelques journalistes avaient pris place au fond de la salle après que les documents aient été rendus publics. Carson a commencé par les nouvelles preuves, les lettres de l'avocat successoral de mon grand-père et la correspondance originale prouvant que mes parents avaient tenté de modifier des parties du testament des années avant sa mort. Lorsque les lettres ont été lues à voix haute, la pièce est devenue complètement silencieuse. La première était de mon grand-père à son avocat confirmant qu'il voulait que le chalet me soit légué directement. La seconde était de mes parents, envoyée quelques semaines plus tard, demandant s'il y avait un moyen de mettre à jour la liste des bénéficiaires pour inclure Tyler comme bénéficiaire secondaire.
La dernière était de l'avocat à mon grand-père l'avertissant que quelqu'un avait tenté de falsifier ma signature sur un document secondaire. Ce document falsifié avait été intercepté avant sa soumission, mais l'écriture manuscrite était étrangement proche de celle de mon père. Le juge a autorisé une analyse graphologique pendant cette session. Quelques semaines plus tard, les résultats ont confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà. Mes deux parents avaient contribué à la tentative de contrefaçon. L'écriture de mon père correspondait à la signature, et les notes de ma mère apparaissaient dans les marges du même brouillon. Carson a présenté le rapport dans le cadre de la plainte pour fraude, et le juge l'a ajouté au dossier d'examen pénal. Ensuite, il y a eu la découverte des relevés financiers. Le greffier du tribunal a lu les journaux de communication de Tyler et a trouvé des transactions bancaires de mon père à Tyler pendant la même période où mes parents faisaient pression pour la réconciliation. Les paiements étaient étiquetés comme des honoraires de consultation. Lorsque Carson a demandé sur quoi Tyler avait exactement été consulté, personne n'avait de réponse. L'avocat de Tyler a demandé une brève suspension d'audience. Lorsque le tribunal a repris ses travaux, Tyler est retourné à la barre. Cette fois, sous serment, il a admis que mon père le payait pour me convaincre de me réconcilier et pour aider à redorer l'image de la famille avant le transfert de propriété. Le juge s'est penché en avant et a demandé s'il comprenait que le fait d'accepter un paiement pour influencer une personne impliquée dans une affaire juridique active pouvait être considéré comme une altération. Tyler a hoché la tête, visiblement ébranlé. La salle d'audience a éclaté en chuchotement jusqu'à ce que le juge demande le silence. Mes parents sont restés figés pendant que le juge leur rappelait que la manipulation de témoins et la falsification de documents pouvaient entraîner des accusations criminelles au-delà des sanctions civiles. Leur avocat a tenté de recadrer les paiements comme un soutien familial, affirmant que Tyler avait des difficultés financières et qu'il l'aidait simplement. Le juge n'y a pas cru. Il a ordonné un examen financier complet de tous les comptes liés à mes parents et à Tyler au cours des 5 dernières années. Puis ma tante a été appelée à témoigner. Elle a déclaré au tribunal que, des années auparavant, mes deux parents s'étaient vantés de s'assurer que le chalet restait entre de bonnes mains, faisant référence à Tyler ou à eux-mêmes. Elle a expliqué comment mon grand-père les avait confrontés à ce sujet avant de couper l'accès à la paperasse successorale. Son témoignage correspondait parfaitement aux lettres que Carson avait présentées, solidifiant ainsi la plainte pour fraude hors de tout doute. Au fur et à mesure que le témoignage se poursuivait, l'attitude de Tyler s'est complètement effondrée. Il a craqué à la barre, disant qu'il n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin et qu'il voulait simplement que la famille se réunisse. Le juge lui a rappelé que les choix ont des conséquences et lui a ordonné de retourner à sa place. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes attendaient des commentaires. Je les ai dépassés tranquillement, mais plus tard ce soir-là, Carson m'a appelé pour me dire que les biens de mes parents avaient été temporairement saisis en attendant l'enquête sur les documents frauduleux. Le gel comprenait leurs comptes bancaires conjoints et leurs biens immobiliers, garantissant qu'ils ne pouvaient pas déplacer ou cacher de l'argent pendant le procès. Le lendemain, leur avocat a envoyé une lettre officielle offrant de régler l'affaire. Il voulait que je retire les plaintes de détresse émotionnelle et de diffamation en échange d'un transfert immédiat du chalet et d'une lettre d'excuse. Carson l'a lu à voix haute, puis l'a déchiqueté. Nous ne négocions plus. J'ai dit à Carson que je me fichais de leur argent. Je voulais que toute la vérité soit consignée et que l'affaire soit tranchée devant les tribunaux. La semaine suivante, le juge a officiellement fixé la date de l'audience finale. Elle déterminerait la propriété permanente du chalet, finaliserait les ordonnances restrictives et rendrait le jugement sur les dommages-intérêts. Après des années de contrôle et de manipulation, tout allait enfin se résumer à une dernière session. Et cette fois, la vérité n'avait plus où se cacher. La dernière audience a eu lieu un vendredi matin. Le stationnement du palais de justice était plus plein que d'habitude, avec quelques journalistes locaux et plusieurs membres de la famille élargie qui attendaient près des marches. La plupart étaient venus par curiosité, mais certains étaient là pour voir enfin comment tout se terminait. Carson m'a rencontré à l'entrée, portant une petite mallette. Il n'avait pas apporté toute la pile de classeurs cette fois. Tout ce qui était important avait déjà été versé aux preuves. À l'intérieur, la salle d'audience était calme mais tendue. Mes parents étaient assis ensemble d'un côté, Tyler quelques sièges derrière eux. Carson a commencé sa plaidoirie finale en exposant toute l'histoire du début à la fin. Il a décrit les années de contrôle, l'ingérence constante déguisée en réconciliation et le harcèlement coordonné qui a suivi. Chaque visite, chaque document falsifié, chaque rumeur a été prise en compte. Il a appelé cela ce que c'était, une campagne de manipulation déguisée en préoccupation familiale. Quand il a terminé,
le juge s'est assis pendant un long moment avant de parler. Il a commencé par la question de l'héritage, confirmant que le chalet était légalement et uniquement à moi. Le testament avait été clair, et toute tentative de mes parents d'interférer ou de le modifier avait été illégale. Il a ordonné que la propriété soit transférée directement à mon nom par l'intermédiaire du bureau successoral, les contournant complètement. Le greffier du tribunal a immédiatement enregistré la décision. Ensuite, il y a eu les décisions concernant le harcèlement et la diffamation. Le juge a accordé une ordonnance restrictive permanente contre mes parents et Tyler, interdisant tout contact ou communication par des tiers. Il n'était pas autorisé à me joindre par l'intermédiaire de la famille, des collègues ou des connaissances communes. Toute tentative serait considérée comme une violation. Tyler a été condamné à une amende pour harcèlement et pour avoir fait de fausses déclarations lors d'audiences antérieures. Mes parents ont été condamnés à verser des dommages-intérêts pour diffamation, obstruction et ingérence émotionnelle. Le montant total n'était pas négligeable, mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de responsabilité. Avant de finaliser le verdict, le juge s'est adressé directement à eux. Il a dit, « L'amour familial n'est pas une licence pour le contrôle. » Sa voix était calme mais ferme, résonnant dans toute la pièce. Vous ne pouvez pas revendiquer de bonnes intentions tout en violant l'autonomie d'une autre personne. Le tribunal ne récompensera pas la manipulation déguisée en soins. Après la décision, Carson m'a guidé à travers les prochaines étapes. Nous avons déposé les documents de transfert de titres cet après-midi même, en les envoyant directement au bureau successoral pour traitement. Sans les signatures ni la surveillance de mes parents, la propriété était enfin sécurisée. La décision du tribunal était exécutoire, immédiate et finale. La semaine suivante, la nouvelle du verdict s'était répandue dans toute la ville. Quelques journaux locaux ont publié de brefs résumés de l'affaire, se concentrant sur la fraude à l'héritage plutôt que sur les détails personnels. Mon nom a été blanchi rapidement après cela. Les gens qui m'avaient évité pendant des mois ont commencé à me contacter pour s'excuser d'avoir cru à la version des événements de mes parents. Les ragots ont disparu presque du jour au lendemain. Tyler a disparu de la vue du public peu de temps après. Ses comptes de réseaux sociaux ont été supprimés un par un, mais avant qu'ils ne disparaissent complètement, une dernière publication a circulé. Un court message qui disait, « À ceux que j'ai blessés en étant loyal envers les mauvaises personnes, je suis désolé. » Il ne nommait personne, mais tout le monde comprenait de qui il s'agissait. Mes parents ont tenté d'interjeter appel de l'ordonnance restrictive 2 semaines plus tard, affirmant que la punition était trop sévère. L'appel a été rejeté sans examen. La déclaration écrite du juge indiquait qu'il y avait un mépris clair, répété et croissant des limites, et que la levée de la restriction exposerait la victime à un risque continu de harcèlement. Ce rejet a rendu l'ordonnance restrictive permanente. Ma tante a appelé peu de temps après pour me féliciter. Elle a dit que la famille avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle n'avait pas réalisé à quel point c'était profond. Elle m'a dit qu'elle était fière que j'ai choisi la vérité plutôt que la manipulation, même si cela signifiait rester seule. Je l'ai remerciée, et ce fut la dernière conversation que j'ai eue au sujet de l'affaire. Une fois toute la paperasse terminée, je suis allé au chalet pour la première fois depuis des années. La route était calme, bordée de pins qui n'avaient pas changé depuis que j'étais enfant. La maison était exactement la même, intacte, paisible, toujours la mienne. À l'intérieur, sur le manteau de la cheminée, se trouvait l'une des vieilles lettres de mon grand-père encadrées sous verre. Elle disait, « L'indépendance est le seul cadeau qui ne peut être enlevé si vous la gardez bien. » J'ai fermé à clé après avoir traversé chaque pièce et je suis resté dehors pendant un certain temps, n'écoutant que le bruit du vent dans les arbres. Quand je suis rentré chez moi, le silence dans ma voiture était différent, définitif, pas vide. Mon téléphone n'a pas sonné. Aucune lettre ne m'attendait à ma porte. Et personne n'a essayé de me joindre à nouveau. Après des années d'ingérence et de bruit, le silence signifiait quelque chose de nouveau. Cela signifiait la liberté.